et bienvenue à cette conférence qui est organisée par la QDR Québec. Aujourd'hui, on accueille une sergente de la police de Québec pour nous parler de sécurité des aînés. Donc, la sergente Lynne Villeneuve, comme vous voyez à l'écran. Elle est accompagnée de quelques collègues. Donc, elle va être à l'écran, mais elle est accompagnée de quelques collègues. Donc, vous êtes choyés par la présence de plusieurs policières. Avant de vous laisser à leur bon soin, je prends le temps de vous dire que à la QDR Québec, comme on fait d'habitude, vous avez plusieurs services que vous pouvez utiliser en nous appelant au 418-524-0437. Au poste 0, on va pouvoir vous redistribuer vers les cliniques juridiques ou les cliniques d'information. Aussi, je sais que vous en avez peut-être déjà entendu parler, si vous êtes des auditeurs fréquents. On a présentement un partenariat avec un groupe de recherche qui cherche à améliorer un peu notre expérience, votre expérience Zoom de conférence. Donc, si vous avez des questions par rapport à ce sujet, vous pouvez me contacter à mon adresse courriel, le felix.aqdr@gmail.com et ça me fera plaisir de vous en parler. Donc, merci à vous. Sur ce, sergente Villeneuve, je vais vous laisser la parole et je vous souhaite à tous une bonne présentation. Merci. Alors, comme Félix vous l'a dit, je m'appelle Lynne Villeneuve, je suis sergente à l'unité jeunesse et prévention. Je suis policière depuis 36 ans, et à la prévention depuis mai 2020. Oui, bonjour. Moi, c'est Caroline Grondin. Je suis policière ici au service de police de Québec. Ça fait 15 ans, moi. Alors, la moitié du temps de ma collègue Lynne. Et je suis à l'unité de prévention jeunesse depuis 1 an et demi. Alors, je suis bien contente de faire partie de votre équipe. On va commencer. On a une petite vidéo corporative à vous montrer, juste pour que vous soyez à l'affût au courant un peu de ce qu'on a au service de police. Les différentes unités. On vous laisse là-dessus, ça dure 2 minutes. Merci. Est-ce que l'écran est revenu à nous? Est-ce que c'est correct comme ça?
On voit toujours votre caméra. Il y a cependant toujours la vidéo corporative à l'écran. C'est pas un PowerPoint, par exemple. Là, est-ce que c'est beau, citoyen en sécurité, vous voyez ça? Non, je vois juste la vidéo. Là. Si vous pouvez peut-être recommencer là, votre partage parce que. Bon, je vais le reprendre. Ça ne sera pas long, j'ai un petit peu d'ajustement. Donc, En attendant. En attendant qu'on se place, oui, c'est ça. Donc, suite à la vidéo, là, vous avez vu les différentes unités du service. Vous avez vu des policiers préventionnistes, un peu comme le rôle que j'occupe moi actuellement. Donc, où est-ce qu'on intervient surtout majoritairement en milieu scolaire. Donc, pour prévenir la criminalité auprès des jeunes, mais on intervient aussi beaucoup auprès des aînés ou tout autre type de clientèle, là, les nouveaux arrivants, par exemple. Alors, aujourd'hui, la conférence qu'on vous donne, c'est Citoyens en sécurité. Donc, ça va durer plus ou moins environ 1 heure. On a du temps amplement. Là, il n'y a pas de problème pour les questions aussi. Donc, c'est pour vous familiariser avec la sécurité, les problèmes qui pourraient survenir chez vous. Donc, par exemple, la fraude, sécurité à la maison, sur Internet, dans les endroits publics. Donc, on va voir différents thèmes là, pour que vous soyez plus en sécurité. Tout à fait sans saut. La souris sans fil. Ah, OK. Donc, là, vous voyez bien à l'écran. On voit très bien, merci. Mais ça, c'est un peu petit, là, mais. Non, c'est beau, c'est juste un exemple. On n'a pas besoin vraiment de lire ce qui est à l'écran. Parfait. On va vous exploser ce qui est important là, de retenir. Donc, on va commencer par, on a différents sujets là, à aborder. Premièrement, on va parler des fraudes. Deuxièmement, la sécurité autour de vous. On va aborder le sujet de la maltraitance chez les aînés, l'intimidation. On va voir différents numéros d'appel comme ressources, là, les téléphones qui sont disponibles pour vous, ainsi que les programmes qui vous sont offerts. Donc, si on commence par la fraude, alors, si on a seulement un exemple, c'est que les fraudes par courriel, il y a différents types de fraudes, là, et celle-là par courriel, c'est d'être prudent puisque là, on a mis un exemple. C'est très petit, mais c'est qu'il faut être vigilant parce que si jamais, lorsque vous recevez des courriels frauduleux, il y en a qui vont utiliser des vrais logos, donc des logos existants, comme par exemple, si on a Desjardins SCD. Alors, on fait attention aux fautes et aux tournures de phrases. Donc, bien lire le message pour savoir si c'est bel et bien Desjardins qui vous l'envoie. Aussi, lors de la présentation du courriel, ici, on a c'est écrit cher membre. Donc, c'est impersonnel. C'est que vous devez vous attendre que si votre compagnie financière vous envoie un message, qu'il s'adresse directement à vous par votre nom. Alors, si c'est cher membre ou monsieur, madame, donc, ça peut éveiller un petit soupçon chez vous. Ensuite, lorsqu'ils vous disent une notion d'urgence, donc s'ils vous demandent de faire quelque chose de façon rapide, sinon quoi, vous allez avoir une conséquence, et qui vous donne un ultimatum, par exemple, vous avez 72 heures pour répondre à ce courriel. Alors là, lorsqu'il y a une notion d'urgence, c'est aussi, il faut que vous allumiez là, sur le fait que ça peut être un courriel frauduleux. Ensuite, on a un lien vers un faux site plus bas. Donc, lorsqu'on a un lien vers un faux site, il faut s'y méprendre. Si vous mettez juste le curseur sur le lien, vous pouvez voir normalement s'il s'agit d'un courriel, d'une adresse courriel ou d'une adresse là, Internet qui est représentée par la compagnie en soi. Donc là, ici, on a Desjardins, mais ça peut être, par exemple, gouvernement du Canada, ça pourrait être toute autre compagnie qui utilise le même logo. Donc, en cas de doute, communiquez directement avec la compagnie pour laquelle vous avez reçu le courriel pour valider que c'est bel et bien un vrai courriel et non un courriel frauduleux. Un que je veux vous montrer aussi, que personnellement, je vous dirais, c'est ma mère qui a reçu ça, puis elle était bien effrayée. Excusez-moi, votre partage d'écran fermé, c'est ça? Oui, c'est ça, je viens de le remettre. Okay. Et quand on a fait une conférence dernièrement, il y a plusieurs personnes qui disaient avoir reçu ça. Un
courriel de la Brigade de la protection des mineurs qui vous accuse de pédopornographie, pédophilie, exhibitionniste et la totale. Mais encore là, comme Caroline disait, c'est impersonnel, c'est un Gmail alors que le gouvernement n'utilisera pas de Gmail. C'est pas quelque chose qui fonctionne. C'est très, c'est large. Ça, c'en est un qui, présentement, là, qu'on voit quand même assez souvent. On peut voir une faute d'orthographe aussi à l'entête de la protection des mineurs. Alors, il n'y a pas de salutation personnelle non plus en début de courriel. Donc, à ce moment-là, on peut vraiment comprendre que c'est un courriel frauduleux. On continue vers les textos. Donc, les dernières qu'on a faites, on a fait une conférence ensemble au mois de décembre. C'était juste avant que le gouvernement envoie les fonds de Noël. Mais Oui. non, il ne les envoie pas par texto. Vous n'aurez pas de remboursement d'impôt par texto. Si vous n'attendez pas un virement Interact d'une personne que vous connaissez, oubliez ça. Ça va juste donner l'accès à votre compte. Par contre, il faut quand même savoir que les compagnies financières vont parfois envoyer des textos à leurs clients pour valider certaines transactions. Donc, si, exemple, vous partez en voyage ou vous allez aux États-Unis et que vous faites une transaction et que votre compagnie financière vous envoie un texto disant est-ce que vous avez bel et bien effectué cette transaction? Répondez oui ou non. Donc, ça, c'est quand même un moyen de leur part de valider par texto si vous avez bien effectué la transaction, mais il faut toujours se méfier à savoir si c'est un vrai texto ou non. Ensuite, dans ce moment-là, vous n'aurez pas de lien à suivre. Ça va être une réponse par oui ou par non. Et non pas de donner un accès à votre compte. Un accès ou des données personnelles, tu sais, rentrer votre nom ou date de naissance ou votre adresse. Là, donc, c'est ça. Fraude sur les sites de vente. Donc, de plus en plus, presque tout le monde utilise là, les marketplaces ou Kijiji ou les packs, les petites annonces classées pour vendre des objets. Donc, juste à être... c'est une bonne technique de vente, mais toujours être vigilant que des fois, il y en a qui vont offrir d'aller envoyer quelqu'un, par exemple, quelqu'un de Canada Post ou un chauffeur de taxi chercher le dit objet puis qui va vous payer en argent comptant sur place. Donc, restez méfiants si on tente de vous envoyer une autre personne à la place du client. Aussi, si vous vendez une voiture qui vaut 1 000 puis non, moi je la veux, mais je suis en ordre de terre. Faut qu'il y ait une petite étoile qui allume pour dire non, là, il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas. Parfois, on va vous proposer aussi un échange d'objets. Donc, ils vont vous dire, êtes-vous prêt à faire un échange contre un autre objet du même genre? Et la balance, je vais m'organiser pour vous transférer de l'argent, par exemple. Alors là, c'est une technique pour pouvoir obtenir vos coordonnées bancaires afin de vous transférer de l'argent qu'ils ne feront jamais là, non plus. Là. Aussi, il va vous dire, il va vous acheter un item, va vous donner plus que la valeur qu'il vaut. Des fois, ça va être, comme Caroline disait, pour avoir, mais des fois, ça va être un faux chèque aussi que vous allez déposer dans votre compte, donner le reste, puis 2-3 jours après, bien là, c'est votre institution bancaire qui va vous appeler pour dire le chèque que tu as déposé, je m'excuse, mais ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas du tout. Donc, si vous vous doutez, vous pouvez juste seulement ne pas répondre. Parce que si vous demandez, est-ce que c'est une arnaque ou, ça se peut que le fraudeur embarque dans des stratagèmes aussi pour vous convaincre que ça n'en est pas un. Alors, soyez vigilants. Fiez-vous à votre feeling aussi. Si, de toutes les personnes d'expérience, si vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans, ça se peut que ça ne marche pas. Ce n'est pas un vendeur qui va être perdu, ça va être vous qui êtes sauve d'un paquet de problèmes. Et si vous avez à vendre vos items, bien, ça va marcher autrement, sans aucun problème. Au niveau des sites qui sont sécuritaires, donc où est-ce que vous pourriez être victime de fraude, faites attention. Les adresses courriels qui sont légitimes, c'est ceux qui commencent par HTTPS. OK? Donc, les HTTP, ça, souvent, c'est frauduleux. Donc, assurez-vous que c'est HTTPS qui est bien écrit dans la barre d'adresse.
Les cartes bancaires, de plus en plus, on va payer avec PayPass. Donc, on met beaucoup d'informations dans nos téléphones. C'est très pratique, très utile tant qu'on l'a. De plus en plus, en tout cas, au niveau d'Apple, la reconnaissance faciale, peut avoir le doigt, un NIP, mais c'est de s'assurer de le cacher. Avant, on disait cache le NIP de ta carte, mais maintenant, on peut aussi dire cache le NIP de ton téléphone qui peut donner beaucoup d'accès. Ça se vole bien. C'est pas quelque chose de compliqué. Aussi, vu que les transactions se font par PayPass puis qu'il n'y a pas moyen de valider, c'est à vous, c'est votre responsabilité d'aller valider régulièrement sur vos comptes bancaires si effectivement vous avez bien effectué ces transactions-là. Si vous décelez une transaction que vous n'avez pas faite, c'est de contacter rapidement votre institution financière pour que votre carte soit bloquée. Cachez votre NIP. Maintenant, les fraudes en porte-à-porte. Donc, c'est de plus en plus rare de nos jours. Par contre, ça existe encore, les gens qui font du porte-à-porte pour offrir des services. Donc, c'est à s'y méprendre. Alors, des trucs pour valider si c'est bel et bien quelqu'un qui offre un vrai service ou pas. Donc, la personne va être bien identifiée avec une carte d'affaires, un dépliant, va avoir une auto lettrée, par exemple. Donc, va être en mesure d'avoir des documents qui ont une en-tête au nom de la compagnie. Donc, quelqu'un qui va vouloir effectuer une fraude, peut-être ne s'attendra pas à tous ces détails-là, de se faire des chandails identifiés, par exemple. Alors, juste le physique de la personne, ça peut être un bon élément à observer. Le fait qu'une personne soit très insistante, mettons, dit, bien là, c'est parce que je suis dans ton quartier, là, ben, je fais l'asphalte, je recouvre l'asphalte de tous les voisins. Et là, tu vas le prendre aussi, là. Ça m'est arrivé, c'est il y a peut-être 2 ans. Non, parce que je n'ai pas l'intention de le faire. La personne est partie en bougonnant, c'est une vraie joke. Mais oui, on peut se sentir intimidé des fois parce qu'on est dans nos affaires, dans notre milieu de vie. Quelqu'un qui vient nous rentrer dedans, nous picosser, puis non, ça ne marche pas. Il peut aussi avoir une chose qu'on a vue, puis l'entreprise, elle était légale, mais une personne qui procède à l'achat d'une thermopompe, le vendeur lui dit, c'est parfait, on vient demain vous l'installer. C'est parce que votre temps de réflexion, des fois, où vous pouvez, au niveau de la protection du consommateur, canceller un contrat, bien, vous l'avez perdu si c'est installé. Là. Ah, OK. Fait que, c'est quelqu'un qui est très insistant, très pressé, méfiez-vous. Ça peut être aussi, bien, va commencer la job, mais elle ne sera jamais finie. Donc, les incendies, les pompiers de votre quartier vont souvent cogner à votre porte pour aller valider votre boîte électrique, valider que les installations chez vous sont bien sécuritaires. Alors, les pompiers, n'ayez crainte, elles sont bien identifiées et vous pouvez aussi leur... si vous n'êtes pas disposé à les recevoir, si vous voulez faire des vérifications avant, ils ne vous mettront pas de pression. Ils vont vous offrir de repasser une date ultérieure où vous aurez le temps de valider que leur visite est bien légitime aussi. Donc, on a aussi... oui, puis s'il y a des personnes qui veulent entrer chez vous pour vérifier des choses, soyez très vigilants par rapport à ça. Vous pouvez leur demander de revenir une autre fois, de prendre un rendez-vous parce que là, vous n'êtes pas disposé. Et d'ici là, vous pouvez vérifier sur Internet le nom de leur compagnie. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait affaire avec eux? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui est officiel ou non? Puis souvent, là, vous allez peut-être avoir des commentaires des voisins. Ah oui, j'ai fait affaire avec lui, c'est correct. Donc, informez-vous. Personne n'est obligé d'accepter quelque chose rapidement là. Et aussi, j'ai déjà vu là, dans une résidence pour aînés, donc c'était même la femme de ménage qui était autorisée à rentrer chez eux. Donc, à chaque semaine, elle venait faire le ménage, puis les gens lui faisaient confiance. Alors, les gens avaient laissé leur porte-monnaie bien à vue là, sur le comptoir à l'entrée et elle en profitait quand les gens avaient le dos tourné pour prendre les numéros de carte de crédit et avec ça, elle faisait des achats sur des sites là, où est-ce qu'on a à rentrer manuellement le numéro de carte de crédit. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais d'être à l'affût.
et de vérifier chacune de vos transactions si c'est bel et bien vous qui les avez faites. On a une petite vidéo aussi qui est faite par un comédien là, qui peut un peu vous montrer à quoi ça ressemble, ce genre de fraude porte-à-porte. Cette capsule a été rendue possible grâce à la généreuse contribution d'Intact Assurance et de SSQ Groupe Financier, fier partenaire du réseau FADOC. Pierre Laroche, des Constructions Laroche. J'ai remarqué que votre porte de garage est pas mal défraîchie. Oui, mon mari devait s'en occuper, mais il est décédé l'année passée. Je suis désolé pour votre mari. Je vais peut-être vous aider, moi, à donner une petite cure de rajeunissement à votre porte. J'ai les meilleurs prix en ville. OK. J'aurai besoin d'un dépôt, par exemple. 500 $ devrait faire l'affaire. Je vais vous faire un chèque. Donc, vous comprendrez que c'est ça, cette pauvre dame s'est fait prendre par l'homme. Il demande tout de suite l'argent sans donner de documents, sans faire signer quoi que ce soit, sans s'être présenté comme étant responsable d'une compagnie en particulier. Puis elle, ben, est vulnérable puisqu'elle n'a plus son mari à qui se référer, puis elle a vécu le décès de son conjoint. Donc, des fois, on a les idées un peu embrouillées suite à ça et lui, il en a profité là, pour l'avoir. Évidemment, il va ramasser 500 $ puis il ne viendra jamais réparer sa porte de garage. Une autre peut être une belle source pour les fraudes. C'est quand on va dans des salons, qu'on remplit des fonds pour gagner un camping-gaz, peu importe quoi. Et souvent, même quand même assez régulièrement, les paquets de noms peuvent être par la suite revendus. Et là, vous trouvez avec des courriels ou des téléphones, you win a cruise. Ça, c'est souvent ça. Les tirages sont bons, c'est pas fait d'une façon nécessairement mal intentionnée, mais c'est des choses qui peuvent arriver. C'est vraiment d'être sensibilisé à ça. Au Québec, si la valeur du prix excède 2000 $, le concours doit être approuvé par la Régie des alcools, des courses et des jeux qui publie sur son site web des tirages et des concours. Donc, vous pouvez aller vérifier sur Internet lorsque le montant excède les 2000 $ là, pour valider là, si le concours est bel et bien réel. Les fraudes téléphoniques. Ça, il y en a. Vous avez déjà sûrement entendu dans les nouvelles les fraudes qu'on appelle les fraudes grands-parents, ou quelqu'un qui va se faire passer pour un proche vous dit qui est détenu présentement par la police, qui doit absolument avoir 5 000 $ pour être libéré, sans ça, ils vont le mettre en prison. Ben, sachez qu'au Québec, ça ne fonctionne pas comme ça, aux États-Unis non plus, peut-être dans certains pays un peu louches. Mais avant de donner des sous, assurez-vous donc que votre proche est en besoin. Parce que on en a des séries des fois, puis je me souviens dans le cas d'une dame qui avait donné des sous, puis après avoir donné des sous, elle parle avec son fils, puis qui lui dit que non, le petit enfant, il est à la maison, il n'est plus en voyage. Parce que des fois, il va avoir une certaine recherche de fait, entre autres au niveau du Facebook, pour dire j'ai posté des photos où je suis en République. Là, on n'est pas tout le temps au fait de où sont nos enfants, nos petits-enfants. Bien, ça se peut que ça est bon, que ça sonne vrai, là. Mais c'est ça, c'est vraiment quelqu'un qui vous demande de l'argent d'une façon urgente et pressée, comme Caroline disait tout à l'heure, que ce soit par courriel, que ce soit par appel téléphonique. Prenez un peu de recul, prenez un bon 2 minutes. Parlez à la personne qui dit se faire passer pour. Puis c'est ça. Il y a même des cas où les fraudeurs se présentaient chez les gens pour aller chercher l'argent. Ça, il y en a eu quand même quelques-uns. Ça a été publicisé. Il y a eu plusieurs arrestations. On en est très fiers. Mais c'est ça. Il ne faut pas céder à la pression. Puis même si vous voyez sur votre afficheur que c'est écrit le nom de votre enfant, bien, faites d'autres agents inverses. Que ce soit ce nom-là qui soit écrit sur l'afficheur, ça se trafique. Si c'est le gouvernement du Canada qui est écrit sur l'afficheur, ça se trafique. Parce que souvent, le gouvernement du Canada, ça va être comme nous autres à le numéro masqué. Tu sais, prenez pas tout pour du cash. Vraiment, c'est de prendre
un pas de recul, de prendre le temps de laisser l'émotion tomber, parce que les fraudeurs vont beaucoup, beaucoup jouer là-dessus. Les émotions, le désir d'aider rapidement puis efficacement. Mais ce n'est pas toujours le cas qui... La plupart des gens qui s'y font prendre là, dans des cas de fraude par appel téléphonique, ils vont dire « Mais là, ça pressait, je me sentais vraiment obligée, j'avais comme pas le choix, puis ça s'est fait tellement vite là, que je n'ai pas pris le temps de réfléchir. » Gardez toujours en tête que vous avez toujours le choix de faire un pas de recul puis de dire à la personne « Regarde, rappelle-moi dans 15 minutes, là, je ne suis pas disposée à prendre un appel, mais ça va vous laisser le temps de valider. » Donne-moi un numéro pour te rappeler. Donne-moi un numéro, oui, pour te rappeler. Puis vous pouvez toujours vérifier là, si c'est un numéro que vous connaissez. Ça va vous laisser le temps de faire les vérifications. Il n'y a personne qui a besoin, même si c'est un besoin urgent, tout le monde peut attendre 15 minutes là, pour des transferts de fonds. Les faux héritages. Alors, c'est ça. Il y en a que parfois, ils vont recevoir un appel, de quelqu'un qui se dit notaire, par exemple, et qui, après de longues démarches, vont déterminer qu'ils ont droit à un héritage. Fait que ça, c'est sûr qu'au niveau des décès dans votre famille, c'est public, ça paraît sur les avis de décès. Telle personne laisse dans le deuil un tel, et ses enfants et ses petits-enfants. Donc, après, pour lui, c'est facile d'aller sur Facebook, voir c'est qui ces personnes-là, d'entrer en contact avec eux, et pouf, vous avez le droit à un héritage. Et là, les gens se sentant un peu démunis, ils vont accepter de donner leurs coordonnées afin de recevoir le montant. Mais, il n'y aura jamais un notaire non plus qui va vous demander vos informations rapidement et pour faire le transfert de fonds rapidement. Il va vous convoquer à un rendez-vous. Donc, ça ne se fera pas de cette façon-là. Fait que soyez vigilants, même si ça peut être alléchant. Il y a aussi dans la série des faux héritages des princes d'Afrique éloignés qui ont reçu un héritage et qui veulent donc le partager avec vous. Vous ne les connaissez pas ni d'air ni d'avant, mais c'est vous qui ont choisi. Moyennant 3 000 $, je vais t'envoyer des sous. Okay. Je sais que ça fait drôle de même, mais il y a eu des cas. Il y a des personnes qui se sont fait embarquer là-dedans. Je mets ça un peu sauce humoristique, un peu banalisé, mais c'est des vrais gens qui ont été fraudés de cette façon-là. C'est ça qui est vrai. Ces personnes-là, c'est des professionnels. Ils font ça de façon là, impeccable. Il faut vraiment qu'on s'y fasse prendre. Ça peut être aussi un peu le même procédé pour des retours d'impôts, par exemple. Bon, votre comptable, un comptable remplaçant de votre vrai comptable va vous appeler pour vous dire que vous avez le droit d'un retour d'impôt ou d'un chèque du gouvernement. Là, par exemple, la PCU, là, dans le temps de la pandémie, on avait le droit à toutes sortes de montants. Alors, à chaque fois qu'il y a un montant, même si c'est alléchant, prenez le temps de valider puis de... Il n'y a jamais rien qui presse là, pour recevoir ce montant-là, donc valider si c'est bel et bien réel. Ça, c'est triste. Ça, c'est triste parce que c'est très, très émotif, mais c'est tellement vrai. Il y en a tellement. On a des cas où des personnes sont allées jusqu'à perdre leur maison, leur voiture, ramasser avec rien parce qu'ils sont tombés en amour avec une personne qu'ils n'ont jamais vue. Dernièrement, c'est au printemps dernier, j'ai une servante détective qui m'appelle, elle me demande d'aller rencontrer une dame qui, elle, est en correspondance sur Instagram avec Patrick Bruel. Elle est en amour avec Patrick Bruel, ils se parlent tous les jours. Et elle lui envoie de l'argent parce qu'il y a eu des problèmes, ses comptes ont été gelés. Elle a eu de la misère, il y a eu toutes sortes de péripéties. Fait qu'elle a envoyé ça à coût de 2 000 €. Là, elle est rendue à 40 000, mais elle se questionne un peu. Fait quelques recherches, quel hasard. Patrick Bruel est en représentation dans la ville de Québec cette semaine-là. N'écoutant que mon courage, je pars et je m'en vais au Capitole.
pour le rencontrer. On a fait une petite vidéo pour la dame qu'on lui a montrée. Elle ne nous a pas cru. Patrick Bruel a été extrêmement généreux en disant « Regarde, je vais la rencontrer. Je vais lui dire que c'est pas moi. » On a dû assister au spectacle. C'est des choses pires. Puis, par la suite, après le spectacle, après la représentation, on est allé avec madame rencontrer le chanteur, puis qui a dit, c'est pas avec moi que vous parlez. Ouais, mais tu m'as dit ça. Non, c'est pas avec moi. Elle était encore, même si elle l'avait d'en face, qu'elle avait dû chanter pendant 1h30, elle était encore de dire, non, c'est à toi que je parle. C'est toi, mon amoureux. C'est très, très, très puissant, c'est très émotif. Tranche de vie. Un moment donné, je redeviens célibataire. Je m'inscris sur Tinder. Un moment donné, ça peut être intéressant de rencontrer quelqu'un. Fait que, il y a un gars un moment donné qui m'a envoyé un message. On correspond, et il me dit qu'il reste à l'île d'Orléans, c'est à Québec. Bon, ça fait, c'est correct. Il est veuf. Bon, pas trop, moi, mes enfants sont élevés. Et puis là, il me dit, regarde, tu sais, on serait peut-être rendu à aller prendre un café, mais je ne suis pas très virtuel sur les fréquentations. Ben là, présentement, je suis en Italie. OK, c'est parce que tu me dis que tu restais à l'île d'Orléans. Ouais, mais là, je suis en Italie. Mais on peut continuer à jaser quand même. Ben, non, mais que tu sois au Québec, tu me fais pas signe. Ah, ben, c'est ça. T'es comme les autres. Tu veux rien du sexe. Là, ça fait, OK, t'es-tu en train d'essayer de m'embarquer, toi, là? Fait quelques recherches, finalement, il n'existe pas, ce gars-là. Là. Il y a d'autres personnes à qui on a déjà fait des. Il y avait la photo de leur amoureux ou de leur amoureuse. Puis en faisant une recherche Google, on voit que c'est un acteur. Puis on le montre à la personne, puis elle ne croit pas. C'est vraiment difficile de défaire ça parce que c'est un jeu de solitude, c'est un jeu de ça va vraiment avec le sentimental. Ça, c'est pas... on va vous montrer un petit reportage qui est vraiment pas long par la suite, là, mais c'est pas des gens qui n'ont pas d'éducation. Tout le monde peut se faire embarquer là-dedans. Là. C'est des gens extrêmement habiles. Oui, on va regarder une vidéo d'un témoignage là, de quelqu'un qui a vécu ça dans sa famille. Donc, c'est très représentatif de la réalité. Le commun des mortels ne pourra jamais douter qu'il fait affaire avec un réseau hyper organisé de fraudeurs. Mon frère, il a 49 ans. Il est aux prises avec une fraude romantique depuis 4 ans. Et puis, ça a profondément divisé notre famille, affecté ma mère. Ces fraudeurs-là deviennent extrêmement bons dans ce qu'ils font. Ils développent une expertise. C'est une carrière professionnelle de fraudeur. J'ai rencontré quelqu'un sur un réseau social et au bout de 3 mois, j'ai accepté de donner mon adresse personnelle. Elle se dit d'origine africaine et portugaise et puis elle déclare son amour inconditionnel pour mon frère. Ils sont extrêmement rusés, c'est des manipulateurs, puis ils vont rentrer en contact à un moment de vulnérabilité de la personne en tant que telle. Et tu te ramasses à ouvrir ton grand livre et il y a tout ce qu'il faut pour te garder accroché. Il y a un lien de confiance qui s'établit entre le fraudeur et la victime, et ce lien de confiance-là va être à la base d'une escalade. Cette personne-là a décidé un jour de partir en voyage d'affaires. Et une fois en voyage d'affaires, a perdu sa mallette avec tous ses effets. Et là, voulait revenir au pays et il a imploré sa gente dame de bien vouloir l'aider à revenir. Le premier montant qu'on va leur soutirer, c'est pas 50 000 $. On va aller leur demander un 2 000 $. J'ai reçu les sous, c'est parfait, je te remercie. Mais là, il m'est arrivé tel autre problème. Envoyez de l'argent. Please send money. Urgently. Tomorrow. C'est pas le montant, c'est la répétition. C'est une mise en scène incroyable. Toutes les fois où j'ai pu commencer à avoir un doute, il a toujours su amener les bonnes paroles,
même les bons gestes, parce qu'ils t'envoient des choses par la poste aussi. À un moment donné, il avait reçu des cadeaux, du parfum, des jeans, une chemise, puis des fleurs. Et puis, mon frère est allé chez le fleuriste pour vérifier, puis ça avait été payé par des cartes de crédit volées. À l'arrière de ce chèque-là qu'on a intercepté ou cet argent-là, on sait que c'est les économies d'une vie, d'une personne. Lorsqu'on les appelle pour leur dire que leurs 40 000 $ qu'ils ont envoyés, ça fait partie d'une fraude, il y a la perte financière qui est là, mais outre que ça, c'est la vie d'une victime pratiquement qui s'écroule parce que ça fait des semaines qu'elle croit à cette histoire-là. Moi, je me suis ramassée en faillite l'année après l'avoir rencontré. Ça a eu un impact sur ma famille, mes enfants. J'ai perdu mon intégrité. Ça a changé sa personnalité. On ne le reconnaît plus, notre frère. Ma crainte, c'est qu'il se retrouve sans argent, sans sous, dans la rue, comme un itinérant, un sans-abri. Bien, cette personne-là a eu le culot de me rappeler pour me dire « Je te remercie beaucoup pour les sous que tu m'as envoyés. J'étais certaine que tu étais un gros poisson moins futé. Au plaisir. Au revoir. » Et à partir de ce moment-là, tu es détruit. Donc, c'est ça, comme vous avez vu, tout le monde peut s'y faire prendre. Alors, c'est bien triste quand ça arrive, mais aussi, outre que vous, là, de faire attention, soyez à l'affût un peu de votre entourage. Si jamais vous savez que des gens dans votre entourage proche commencent une relation ou donc, essayez de vous informer pour savoir, là, peut-être que vous, il y a une cloche qui va sonner si elle est un petit peu éblouie par son histoire. Donc, soyez un bon ami, un bon proche pour essayer de prévenir là, ce qui pourrait arriver. Vous avez quelqu'un de proche de vous qui se dit en amour, mais que vous ne voyez jamais la personne avec qui elle est en amour. Des fois, ça vaut peut-être la peine juste de poser une petite question. Il est où ton copain? Quand est-ce qu'on le rencontre? Ça peut permettre, mais comme on vous disait, c'est tellement une implication émotive importante que c'est difficile de comprendre. Donc, maintenant, une fois que tout ça sont faits, là, les fraudes, si vous vous rendez compte que vous vous êtes fait frauder, qu'est-ce qu'on fait? Bon. Alors, bien entendu, vous avisez votre institution financière de la fraude qui vient de survenir, que ce n'est pas vous qui avez effectué cette transaction-là, ou du moins que c'est vous, mais que c'était frauduleux. Vous pouvez aviser le Centre antifraude du Canada au numéro qui est à l'écran. Donc, eux vont répertorier un peu le modus operandi des fraudeurs, ça veut dire leur façon de faire, leur façon de procéder, puisque ils utilisent aussi des adresses IP, ils vont faire une certaine enquête. Et aussi, vous pouvez aviser votre service de police, bien sûr, puisque nous, on a des enquêteurs à la fraude qui vont prendre en charge le dossier ou du moins aussi aller chercher différentes ressources là, nécessaires pour corriger cela. Si vous croyez avoir été victime d'une fraude, vous n'en êtes pas certain, vous pouvez faire vérifier vos dossiers de crédit, que ce soit à Equifax Canada ou à TransUnion. Ça va vous dire, entre autres, bon, est-ce qu'il y a eu des demandes de carte de crédit à votre nom que vous n'êtes pas au courant? Est-ce que quelqu'un a tenté d'acheter, je me souviens d'un dossier, un monsieur qui appelle au service puis il dit, parce que quand je suis allé voir, justement, on m'a dit que j'étais en attente pour aller prendre livraison d'un bateau sur le boulevard Amel. Il dit, c'est parce que je n'ai pas acheté de bateau, je n'ai pas payé de bateau, j'ai pas. Enfin, oui, ça peut être quelque chose d'utile, une fois de temps en temps, de vérifier votre dossier de crédit. Aussi, le fait d'être vigilant là, puis de prévenir les fraudes, c'est que, bien entendu, si votre carte de crédit, par exemple, a été fraudée et qu'il y a des transactions qui se passent dans votre compte, que vous n'avez rien à voir, que vous n'avez rien touché pour que ça se fasse, souvent, les compagnies financières, les institutions vont rembourser là, les sommes. Par contre, si c'est vous qui avez effectué des transactions d'argent, comme par exemple dans la fraude amoureuse ou dans la fraude du petit-fils ou d'un membre de la famille qui est mal pris, et que vous-même, vous transférez l'argent,
C'est rare là, que ces montants-là vont vous être remboursés, même jamais, en fait, parce que ça n'arrivera pas. C'est que comme c'est vous qui n'avez pas été assez vigilant et que vous n'avez pas fait les vérifications nécessaires, ces montants-là ne vous seront pas remboursés, mais ça ne vous empêche pas de... En fait, c'est important de le signaler quand même pour qu'on essaie de faire arrêter, de faire stopper ça. Mais donc, malheureusement, il y en a qui perdent des très, très, très gros montants. Donc, on va changer un petit peu de volet. On a fini pour la fraude, on va aller voir au niveau de la sécurité, comment être plus sécuritaire dans votre environnement. Est-ce qu'avant qu'on change d'onglet, peut-être il y en a qui auraient des questions par rapport à la fraude ou aussi peut-être que vous voulez garder ça pour la fin, mais puisqu'on change de sujet, je me disais peut-être que il y en aurait qui auraient des questions par rapport à la fraude. Rapidement, moi, je n'ai pas de questions qui attendaient. Si vous voulez, on peut prendre une minute, voir s'il y a quelqu'un qui veut lever la main, etc. Mais pour l'instant, ça va. Sinon, c'est ça, les gens peuvent utiliser le chat. C'est bien ça, Félix? Ouais, c'est ça. Encore une fois, juste écrire dans l'onglet Q&A si vous avez une question, puis moi, je peux la prendre, puis je peux la rediriger quand vous avez besoin. Il y a quelqu'un qui a levé la main, puis je crois que peut-être je ne vois pas son nom, c'est juste un lien que je vois là, mais je vais juste lui permettre d'ouvrir son micro. Votre micro est ouvrable maintenant? Oui. Votre nom? Moi, c'est Marjo. Parfait. C'est Marjolaine Trudel. Parfait. Oui, oui, je suis le parfait exemple de quelqu'un qui s'est fait avoir. Ah, je suis désolée. Dans les dernières semaines, ça fait quelques années que ça dure, mais dans les dernières semaines, j'ai reçu tellement d'appels. C'est quelqu'un qui appelle puis qui casse son. Il parle anglais, mais cassé un peu. Là, il essaie de parler français au travers. Puis ça, il faut faire attention à ça. S'il y en a qui m'entendent, là, ils se disent qu'ils travaillent pour les ordinateurs, qu'ils travaillent pour Windows. Oups, puis là, à la fin, ça continue. Bien là, ça va me prendre votre numéro de carte de crédit. Ça va me prendre un numéro en arrière, blablabla, blablabla. Puis c'est à quoi votre ancienne adresse? Il faut faire attention à ça. Mais vraiment, oui. Fait que finalement, vous avez été vigilante puis vous n'avez pas embarqué ou vous avez embarqué? Bien, j'ai embarqué une fois la première fois. Mais après ça, là, je les reconnais maintenant parce que je sais qu'ils appellent tout le temps dans des dehors, hein, de Toronto ou de je ne sais pas d'où. Souvent, c'est des immigrants. Souvent, c'est... bon, ils ont de la misère à parler français. Puis aussitôt que j'entends Windows ou l'autre affaire, on me téléphonait. « Ah, aujourd'hui, on vous a choisi pour vous parler de la bonne aventure, puis tout ça. » Puis nous parler de notre... Comment ils appellent ça? Voyante, là, les voyances. Oui. Bon, ben c'est ça. Ça, c'est une autre affaire aussi que j'ai essayé un moment donné, puis que je me suis fait avoir là-dedans. Finalement, c'est parce qu'ils ne parlent pas tout le temps. Hein? « Oh, attendez-moi un petit peu, je reviens. Oh, attendez-moi un petit peu, je reviens. » Fait que là, ils disent toujours « Oh, c'est gratis, mais c'est pas vrai. Le temps que tu attends, tu payes. » Fait que ça aussi, je me suis fait avoir à cette heure quand j'ai une voyante qui m'appelle. Non. Mais là, je suis en train de me demander, faut-tu que je les prenne en note tous les numéros de ceux qui m'appellent de Windows, les voyantes, les ci, les ça. Comment, de toute façon, quand on les rappelle, ils ne répondront pas. Ça dit que c'est un numéro qui n'a pas de personne à ce numéro-là, genre. Puis, puis ils changent toujours de numéro de téléphone. Oui. Quand tu es sur le site du CRTC, si je ne me trompe pas, il y a une possibilité pour mettre comme un bloqueur de numéros suspects. Là. OK. J'ai plus de téléphone filaire à la maison, fait que je sais qu'à un moment donné, il y avait ça. Justement, celui qui nous appelait un peu plus n'importe où. Là. Il y avait une procédure qu'on pouvait faire pour ne plus être dans les numéros ciblés de ces compagnies-là. Ben c'est ça, puis t'as beau leur dire, là, arrêtez d'appeler chez nous, ils n'en ont rien à foutre, là. Des fois, c'était à tous les jours, puis des fois, c'était 2-3 fois par jour. Et là, j'en avais ras-le-bol, là. J'ai d'autres choses à faire que... J'ai autre chose à faire que de niaiser au téléphone avec des connards comme ça qui veulent nous voler notre argent, là, mettons. OK. L'idéal, c'est de ne pas répondre. Donc,
Pour permettre qu'on ait plus de questions, madame, ce que je vous propose, c'est d'envoyer votre problème à notre clinique d'information par courriel ou en appelant à la cliente. Puis ça, la liste que Mme Villeneuve parlait, je crois en effet que c'est quelque chose, puis c'est quelque chose qu'on peut faire à la recherche pour vous. OK. Ah, c'est bon, ça. Parfait. Merci pour le témoignage. Merci. Je vais juste passer à la prochaine question. Merci beaucoup. OK. C'est quoi votre nom, vous, monsieur? Moi, c'est Félix Parent, comme on s'est présenté au début. OK. Je vais écrire dans le chat pour que vous puissiez voir où appeler. Parfait. Merci beaucoup. Bon. Merci. Parfait. J'ai juste une autre question que je vois ici, puis après ça, on continuera pour pas que ça soit trop délayé. Donc, c'était Gaétane Landry. Juste lui permettre de poser sa question. Madame Landry, vous pouvez ouvrir votre micro. Vous êtes capable? Oui, OK, vous m'entendez? Oui. Oui, on vous entend, madame. La question est, est-ce qu'on doit faire confiance aux générateurs de mots de passe comme Google? Comprenez-vous ce que je veux dire? Eux gardent tous nos mots de passe au lieu qu'on les écrive sur un petit bout de papier à la maison. Et à chaque fois qu'on entre qu'on fait le lien pour aller style Amazon, ben, le mot de passe entre automatiquement parce qu'eux l'ont gardé en mémoire. Oui. L'an dernier, on avait donné une conférence conjointe avec une dame qui travaille au gouvernement du Canada. Puis, elle, ce qu'elle disait, les numéros de passe enregistrés dans les portables, c'est mal. Fait que, ce que vous pouvez faire, c'est vous garder vos mots de passe à un endroit complètement différent. Mais c'est parce que si quelqu'un vole votre ordinateur, se branche, il va aller dans votre compte. Oui, mais là, excusez, ce que je comprends, parce que ça m'est arrivé ce matin en faisant une mise à jour de Google, eux nous offrent de tout garder les mots de passe en sécurité. Moi, je ne les garde pas. Ils ne sont pas dans mon ordinateur. C'est, disons, dans Google Drive ou quelque chose comme ça. Et moi, je ne laisserai pas tous mes mots de passe à Google, comme je ne les laisse pas tous à Apple. OK. Juste en passant, une petite parenthèse, justement, la même dame, ce qu'elle nous disait, entre autres, dans nos mots de passe, quand on peut remplacer soit un O, un 0 ou un A par le arrobas, c'est des trucs, quand on met des symboles, au lieu, mettons, juste des chiffres, des lettres, ben, c'est plus difficile pour quelqu'un qui va chercher à trouver les mots de passe. Ce serait vraiment une difficulté supplémentaire pour ça. Aussi, je comprends. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup de votre réponse. Merci. Merci à vous, Mme Landry. Je vais vous retirer le micro, puis je vais vous laisser continuer, mesdames. Parfait. Fait qu'on est rendu sécurité à la maison. On l'a abordé tout à l'heure. Le fait d'avoir beaucoup de sous à la maison, ben, peut laisser des gens être tentés dans la facilité. Fait que, tu sais, c'est facile maintenant. On a tous carte de débit, carte de crédit, les téléphones. Je ne dis pas de ne pas en garder du tout, mais la génération de mes grands-parents, ben, ils mettaient ça dans le matelas. C'est pas l'idéal. On n'est plus là, on est en 2023. D'avoir pas trop d'argent comptant disponible rapidement à la maison peut être une bonne idée. Aussi, pour que votre maison soit sécuritaire, si jamais vous avez besoin de faire venir les urgences chez vous, donc par exemple une ambulance, un policier, pour X raisons, assurez-vous que votre numéro civique soit bien visible parce que nous, moi, j'ai été patrouilleur pendant 14 ans et lorsqu'on a un appel qui est urgent et qu'on n'arrive pas à trouver l'adresse parce que il fait noir, c'est la nuit, on ne voit pas bien le numéro de porte, bien, ça augmente encore le délai. Et quand c'est urgent, bien, vous savez, chaque seconde compte. Donc, assurez-vous d'avoir un éclairage aussi suffisant à l'extérieur. Et et vous pouvez aussi mettre
Détecteur de mouvement. Détecteur de mouvement, mais je te posais un timer en français, une minuterie. Bon, pour que votre éclairage soit toujours présent. Et aussi, ayez le fait d'avoir un contact avec un bon voisin, là, comme quoi vous veillez l'un sur l'autre. Puis, ça peut être aussi un bon aspect de sécurité là, chez vous. Que votre entrée aussi soit déneigée durant le temps d'hiver, par exemple, c'est plus facile pour les services d'urgence d'y accéder. Quand on parle justement d'un voisin de confiance, encore là, tranche de vie, ça qu'à faire. Ma voisine, depuis des années, c'est une personne qui vit seule. Il y a peut-être 2 ou 3 années, on est l'hiver. Je m'aperçois que ça fait 3 jours que ça peut bouger chez elle. Et c'est la même lumière qui est allumée. Sa voiture n'est pas déneigée. Il n'y a rien qui peut bouger. C'est pas normal. Je parle à l'autre voisine. Elle dit non, je ne sais pas, je n'ai pas une nouvelle. Ben, j'ai fait venir des collègues, puis un serrurier, puis on est entré à l'intérieur. Parce que moi, je voulais m'assurer qu'elle n'était pas tombée, qu'elle n'avait pas besoin d'aide. Ça, c'est des choses qu'on voit des fois pour les personnes qui vivent seules. Là. Et le fait qu'on n'est pas obligé d'être proche dans notre intimité, mais juste de dire hey, je pars 15 jours dans le sud, je donne un œil chez nous. Ben, ça peut être une grosse sécurité. Finalement, c'est ça, elle est partie dans le sud. Tout allait bien pour elle. Et de savoir, et vous n'avez pas eu de nouvelles de vos voisins depuis une couple de jours, ils sont supposés d'être là, ça se peut-tu qu'il se passe de quoi? Si vous êtes là, Caro me disait tantôt, les caméras, c'est rendu facilement accessible. Ben, ça peut être une autre solution pour avoir la sécurité de votre maison et de parler avec les gens qui vous entourent, en qui vous avez confiance. Ça peut vraiment être un gros plus. Autant au niveau sécurité de la maison, au niveau, on va parler tantôt de maltraitance, mais ces gens-là vous connaissent, vous voient aller. Donc, tel qu'il est écrit là, dans la diapositive, lorsque vous quittez, aviser des voisins, ça peut être pas toute la rue, mais aviser qu'un voisin de confiance peut être une bonne idée, faire ramasser votre journal Publisac, bien verrouiller vos portes, bien entendu, et avoir un éclairage suffisant, puisque les voleurs, les cambrioleurs pourraient utiliser une maison qui est plus sombre pour voler, puisqu'ils ne seront pas vus, ils ne seront pas à la vue de tous. Et c'est ça, utiliser un œil magique, un détecteur de lumière, de mouvement pour allumer la lumière. Et il y a des caméras qui sont disponibles là, c'est pas très, très dispendieux, mais qui vont s'activer seulement en cas de mouvement à l'intérieur de votre maison. Vous pouvez faire installer ce genre de choses lorsque vous quittez. Donc, maintenant, au niveau de la sécurité à adopter, donc, quelques petites recommandations lorsque vous circulez à pied. Donc, quand vous prenez une marche sur le trottoir, soyez face à la circulation pour jamais pour jamais qu'il y ait des véhicules là, qui vous arrivent dans le dos. Parce que des fois, ça peut porter à confusion. Là. À vélo, on recommande de circuler dans le même sens que les voitures, mais à pied, ça serait dans le sens contraire pour ne pas vous faire surprendre par un véhicule de dos. Donc, aussi, on vous recommande d'utiliser des vêtements clairs et lumineux lorsque vous marchez en soirée ou la nuit, même le jour, là, pour être bien voyant. Il y a des brassards, des objets phosphorescents là, qui peuvent réfléchir la lumière qui font en sorte que vous serez plus visible. Vous pouvez aussi traîner une lampe de poche et aussi, bien entendu, respecter les feux de signalisation, la signalisation routière pour faire en sorte d'être bien vu par les automobilistes. Au niveau du vélo, ce qui est demandé, ce qui est vraiment demandé, c'est de circuler en tunnelienne dans le même sens que les véhicules. Un vélo peut traverser sur un feu de piéton, mais doit quand même laisser la priorité au vélo. Si on parle d'un vélo électrique, qui est de plus en plus à la mode, c'est obligatoire de porter un casque. Ce n'est pas une question de choix, c'est obligatoire.
Encore là, on porte des vêtements visibles le soir, on signale les changements de voix en avance au moyen du code gestuel qui est approprié. Et soyez alertes, les grilles d'égout, les portières d'auto. Dans le portiérage, c'est jamais plaisant. Les sorties de stationnement, les autobus, il y a plein d'obstacles qui sont là, qui menacent, alors que c'est tellement agréable de faire du vélo. Maintenant, la sécurité sur la route. Donc, lorsque vous êtes un automobiliste, bon, certains d'entre vous vont prendre des médicaments. Hein, alors, vous devez être bien à l'affût des effets secondaires que vos médicaments peuvent vous apporter. Donc, ça peut, il y en a certaines médications qui peuvent donner de la confusion ou une vision embrouillée, la somnolence, de l'étourdissement. Donc, sachez que si vous prenez le volant, après avoir consommé ces médicaments qui vous donnent des effets secondaires, vous pourriez être arrêté là, par les policiers pour une conduite avec les capacités affaiblies. Ce n'est pas seulement par l'alcool ni la drogue, ça peut être de la médication, une grande fatigue aussi. Donc, si vos capacités sont affaiblies, peu importe par quoi, et que vous n'êtes pas en mesure d'être sécuritaire sur la route, bon, mais ça pourrait... oui, vous pourriez vous faire arrêter, mais aussi vous pourriez causer des accidents. C'est plus pour ça, là, pour la sécurité de tous. Sachez qu'à partir de 75 ans, donc 6 mois avant d'avoir atteint l'âge de 75 ans, la SAC va vous demander un examen médical. Et ce, par la suite, là, à tous les 2 ans, lorsque vous allez atteindre l'âge de 80 ans, pour vérifier là, que vous êtes bien apte à garder votre permis de conduire. C'est un examen médical et un examen visuel. OK. Votre état de santé change, ben, c'est votre responsabilité d'aviser la SAQ. Ils vont, oui, il y a des mesures qui sont mises en place, mais vous avez quand même un enjeu de sécurité qui est important. On s'entend que personne ne veut être la tragédie de quelqu'un d'autre. Ensuite, au niveau des aides à la mobilité motorisée, donc, pour ceux qui ont utilisé ce genre d'appareil sur les trottoirs, vous pouvez circuler sur les trottoirs. Vous pouvez aussi circuler sur la chaussée, donc à l'extrême droite de la chaussée, et ça sur les voies circulables à 50 km/h et moins dans les municipalités. Donc, si vous voulez garder en mémoire, un aide-mémoire à dire est-ce que je peux aller dans cette rue-là ou pas? Si ça circule à plus de 2 voies de large, par exemple, le boulevard Amel. Et là, surtout sur le boulevard Amel, ce ne serait pas sécuritaire de circuler avec votre fauteuil roulant, mais si c'est dans une rue, un quartier résidentiel, à 50 km/h et moins, à une voie seulement qui circule de chaque côté, bien ça peut être sécuritaire, ça peut être plus sécuritaire, donc c'est aussi légal. Vous pouvez aussi circuler sur les pistes cyclables avec ce genre de véhicule. Donc, on parle de fauteuils roulants motorisés, les triporteurs, quadriporteurs. Par contre, sachez que c'est considéré que c'est un véhicule. Donc, une personne qui est en quadriporteur, qui est au cellulaire, peut avoir un constat d'infraction. Une personne qui est en fauteuil roulant motorisé, qui est en capacité affaiblie, peut être accusée de conduite avec les capacités affaiblies. C'est vraiment là, c'est un véhicule. Donc, ce véhicule-là, vous avez le droit d'être sur la piste cyclable, sur les trottoirs, mais c'est vraiment très, très particulier. Il faut utiliser les traverses pour piétons. Pour traverser la rue, vous devez aller aux mêmes endroits que les piétons vont traverser. Ce n'est pas considéré comme que vous pouvez aller n'importe où là, avec ça et circuler comme vous voulez. Donc, ce serait tout au niveau des thèmes qu'on avait abordés sur la sécurité dans différents milieux. Est-ce que vous... je vois qu'il y a des questions peut-être? Oui, en fait, il y a une dame qui a présenté sa situation, mais c'était par rapport au livreur de colis. Donc, je vais lui laisser poser juste au moins sa question. Là, je vais, pour comme un peu qu'on a fait tout à l'heure. Oui.
pas très, très long. Donc, Madame Leduc, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, je l'ouvre. Attendez une minute. Oui, on vous entend. Oui, m'entendez-vous? Très bien. Alors, bonjour, oui. Dans notre immeuble de 14 logements, il y a plusieurs personnes aînées. Et depuis la pandémie, puis surtout cette dernière année, on a été aux prises avec une multitude de livreurs qui veulent absolument nous laisser les colis de tout le monde, même si ce n'est pas pour nous autres, parce qu'eux autres, ils ont des obligations de livraison. Puis s'ils mettent ça dans le portique où il n'y a pas de zone sécuritaire, parce qu'il n'y a pas, c'est la porte intérieure du portique seulement qui est verrouillée et non pas la porte extérieure de l'immeuble. Donc, ils ne veulent pas laisser ça là parce qu'ils savent bien que n'importe qui peut passer puis prendre le colis. Donc, ils veulent nous prendre à charge pour qu'on s'occupe, là, tu sais, et qu'on accueille le colis. Moi, j'ai intervenu parce qu'une dame âgée, plus que moi, à force qui a harcelé tout le monde dans l'édifice, le livreur, pour sonner, elle a fini par aller lui répondre. Je suis arrivée sur le fait, puis je l'ai empêché, le livreur, de la forcer à prendre le colis parce que c'était pas pour elle. Elle n'attendait pas aucun colis. Et il était tellement choqué et agressif, je me suis demandé si on avait bien fait. J'ai réussi à refermer la porte, à le pousser, pas violemment, mais le retirer de la porte suffisamment pour fermer la porte. Mais ça a vraiment été là, compliqué. Et depuis ce temps-là, on est craintif. Moi, je n'ai pas de mal si je vois un colis qui a été laissé dans le portique extérieur, qui n'est pas sécurisé, puis que je connais la personne, à aller le mettre devant sa porte d'appartement, ne serait-ce que pour lui rendre le service. Mais je n'ai pas accepté du livreur de le faire pour lui. C'est parce que quelqu'un l'a laissé là, puis ça me semble logique, quand on se connaît en bon voisinage, de rendre service de cette façon-là. Alors, quels sont vos commentaires et nos recours dans ce temps-là? Effectivement, vous n'avez pas à prendre la charge du colis. Là. Le livreur, sa game à lui, c'est son problème. C'est plate. C'est ça. Le fait qu'ils veuillent laisser le colis à une personne de confiance qui sait que le client va l'avoir, mais il ne peut pas obliger quelqu'un à l'accepter. Je pense que la meilleure chose, c'est vraiment de passer le message aux gens de votre immeuble à l'effet que non, on ne les accepte pas. Vous savez que normalement, là, quand on commande des choses par Internet, on peut suivre le colis. Donc, c'est un des inconvénients quand on habite en immeuble comme ça, à condo, à appartement. Ben, pourquoi c'est barré à l'entrée? C'est justement pour éviter que n'importe qui circule à l'intérieur des corridors. Donc, ça fait partie un peu des concessions à faire. Si les gens commandent des items, la livraison devrait se faire à l'entrée, là, ça peut être entre deux portes, là, mais à partir du moment que c'est barré, ben, ça doit rester en avant. Et s'ils veulent suivre leur colis, des fois, ils peuvent avoir une notification là, sur leur téléphone comme quoi que le colis vient d'être livré. Alors, s'ils sont absents, peut-être s'organiser avec quelqu'un de l'immeuble pour dire « Mon colis vient d'être livré à l'entrée, peux-tu le rentrer? » Au moins, il va être plus sécuritaire. Puis, ça le laisse moins exposé longtemps là, à n'importe qui. Là, mais j'ai vu dans un blog dernièrement, justement, dans l'entrée, comme accessible à tout le monde, il avait mis quelque chose qui ressemblait à une boîte à mal qui était barrée, puis les colis allaient là-dedans. Les locataires avaient l'accès, je pense que c'était la même clé que la clé pour entrer dans le bâtiment. Je trouvais ça brillant. Le livreur pouvait dropper, déposer la boîte. Quelqu'un qui n'a pas la clé, qui n'est pas capable d'aller la chercher, mais c'est comme au fond. C'est une bonne idée. Vous pourriez peut-être quelque chose à voir avec vos administrateurs de votre résidence. Oui. J'ai une question à ce sujet-là. Vous comprendrez que pour qu'un livreur puisse poser dans cette boîte-là un colis, il faut quand même que l'ouverture soit quand même assez grande. Là. Parce que lui, il n'a pas la clé, le livreur. Là. Non, il n'a pas la clé, le livreur. Puis après ça, on ne peut plus le sortir, le colis, parce que l'ouverture se referme ou quoi? Oui, c'est ça. Un peu comme les anciennes boîtes à mal. Ah, OK, ouais, quelque chose comme ça. Bon, ouais. OK, fait que c'est une suggestion. Mais un commentaire, si vous me permettez. Moi, j'ai souvent, et on va avoir une réunion là, des gens de l'immeuble bientôt. Moi, j'ai le goût de dire aux gens, c'est la responsabilité de chacun aussi de suivre la traçabilité de son colis. Parce que moi, j'en reçois quelquefois, pas souvent, dans l'année, mais je le sais, on m'avise que ça s'en vient. On me le dit un jour avant, on me le dit dans la journée même, ce sera cet après-midi. Alors, pourquoi est-ce que les gens ne prennent pas leur responsabilité d'eux-mêmes, comme vous dites, à être là ou demander
à quelqu'un de bon voisin qu'ils connaissent, là, d'être là pour eux. Ça revient à ce que je disais. Puis s'ils veulent aussi, là, il y a toujours possibilité de le faire livrer l'item ailleurs qu'à sa résidence. Donc, on voilà. l'adresse de facturation ou l'adresse de livraison. Donc, s'ils veulent le faire livrer à une maison de quelqu'un qui connaisse à proximité et qui croit que c'est plus sécuritaire que de le faire laisser à l'entrée de l'immeuble à condo, bien là, chaque personne est responsable de ses items. Puis si jamais que c'est trop gros pour rentrer dans la boîte que vous pourriez faire ou que vous avez donc bien peur, bien, à un moment donné, c'est que peut-être que la livraison ne s'applique pas là. Dans le cas de certaines personnes, c'est peut-être plus sécuritaire d'aller l'acheter en magasin ou de le faire livrer à quelque part d'autre. Donc, chaque personne est responsable, oui, de ses colis. Bien, effectivement, Mme Leduc, dans un monde idéal, si j'attends un colis, bien, je vais être là, je vais le recevoir. Oui, je comprends. Mais je vous remercie pour vos commentaires. Il y a beaucoup de bonnes suggestions. Je l'ai pris en note. Merci. Merci beaucoup, Mme Leduc. Je vais retenir ça. Je me demandais, avez-vous plusieurs choses à parler? Je vois que votre plan de match, on est rendu au deuxième point, mais je ne sais pas si on fait pas tout ça. Non, c'est pour le reste, ça va. Les 4 derniers points, c'est très rapide, là, donc ça va rondement pour le reste. Il en reste pour une dizaine de minutes, là, je dirais. Parfait. Je vais juste rapidement, là, il y a une question qui a été soulevée par rapport à l'examen médical. Juste pour qu'on puisse y aller, je vais juste dire, c'est l'examen médical à partir de 75 ans. Dois-je fournir cette preuve obligatoirement et automatiquement ou si je me fais arrêter, on peut me demander cette preuve? Non, c'est que la SAQ va suspendre votre permis si vous ne le fournissez pas. Okay, parfait. Ça va être carrément ça. Comme je disais à ma collègue, nous, avec la classe d'urgence, c'est à partir de 50 ans. Si je ne fournis pas mon examen médical, ben, il m'enlève ma classe d'urgence. Soyez sans crainte là, que la SAC font ça quand même de façon que ça soit réalisable là, pour vous. Donc, normalement, nous, ce qu'on a comme information, c'est que 6 mois avant d'atteindre votre 75 ans, ils vont vous envoyer une lettre vous demandant de prendre rendez-vous dans les 6 prochains mois à la SAC pour un examen. Donc, ils vont vous laisser le temps. Là, ils ne vous donneront pas 2 semaines là, pour effectuer la demande. Là. Mais je ne vais pas t'apprendre. Tu vas prendre rendez-vous avec le médecin. Puis le médecin va remplir. Dans l'envoi de la SAQ, il y a vraiment les explications. Oui, puis il y a ce que le doc doit remplir. Puis après ça, c'est à la personne d'aller ça à la SAQ, de fournir qu'il a fait son examen médical. Mais c'est votre doc qui va le faire. Vous aurez la démarche à suivre, puis c'est comme vous allez avoir amplement le temps et toutes les ressources nécessaires là, pour appliquer là, la demande. Donc, si on poursuit, pour parler de maltraitance, alors, sachez que les personnes aînées là, sont souvent vulnérables par rapport à la maltraitance. Il y a différents types de maltraitance. Donc, ça peut être, bien entendu, physique. Donc, lorsqu'on maltraite quelqu'un de façon physique, se faire frapper, se faire pousser, se faire prendre le bras. Donc, où est-ce qu'il y a échange de violence là, envers des personnes? Ça peut aussi être fait ça par les membres de la famille. Ça peut être quelqu'un de proche, ça peut être même vos enfants. Donc, il faut être... sachez que ça existe. Violence sexuelle, donc attouchement, des comportements agressifs par rapport à tout ce qui est sexualité. Non consensuelle, là. Oui. Pourquoi on vous parle de maltraitance comme ça, des différents types de maltraitance? C'est pour que vous soyez à l'affût des signes là, qui peuvent être visibles chez des personnes proches de vous qui pourraient subir ce type de maltraitance. Ce qu'on voit aussi dans les dernières années, c'est que des fois, ça n'est pas fait d'une façon qui est nécessairement voulue et volontaire. C'est que ça peut être un proche aidant qui devient complètement dépassé par la tâche, qui s'impatiente, qui est à bout. Mais là, ça va être plus brusque, ça va être de la négligence, ça va être claque en arrière de la tête une fois. Tu sais, c'est vraiment quelque chose qui peut arriver parce que la personne qui devient moins, qui a besoin de plus de soins, qui est moins apte à subvenir à tous ses besoins,
ben, ça augmente la charge de l'autre. On peut voir des fois des conjoints de longue date, comme ils s'installent un peu cette dynamique-là qui n'est pas saine, mais pas du tout. Là. Aussi, les personnes qui sont victimes de maltraitance, souvent, ne sont pas à l'aise de dénoncer parce que justement, c'est des gens qui connaissent, ils ne veulent pas nuire aux membres de leur famille qui leur font subir ce genre de maltraitance-là. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande d'être capable de les déceler autour de vous pour que vous puissiez aider ces personnes-là. On va voir par la suite, c'est quoi nos recours, puis c'est qui les ressources qui peuvent nous aider là-dedans. Donc, si on reprend au niveau des types de maltraitance physique, sexuelle, ça peut être psychologique. Donc, le fait d'humilier quelqu'un, de le menacer, de lui parler de façon agressive verbalement, dégradante aussi. Donc, des fois, les personnes plus qui vieillissent se font humilier là, par rapport à des changements qui surviennent dans leur vie. Ça peut être aussi de la négligence. Donc, si quelqu'un omet d'effectuer des gestes qui sont nécessaires au bien-être d'une personne, ça peut être de la négligence. C'est un type de maltraitance. Donc, et aussi matérielle et financière. Donc, le fait de soutirer de l'argent, de demander de l'argent aussi. Tu sais, hey, grand-maman, j'aurais besoin de 20$, puis des fois, pour un petit service rendu, ils vont vous demander un petit peu d'argent, et les gens sont gênés de refuser de donner le montant d'argent puisque c'est un de leurs enfants ou leurs petits-enfants, mais soyez conscients que c'est un type de maltraitance. Il ne faut pas oublier aussi, des fois, les gens qui vont être abusés vont dire « Ouais, mais c'est juste lui qui s'occupe de moi. » Ils ont l'impression que si cette personne-là n'est plus là, ils sont tout seuls au monde. Alors qu'il peut y avoir d'autres ressources au niveau social, au niveau communautaire. C'est pas le fait de. Puis oui, c'est très émotif encore là, parce que c'est souvent la famille rapprochée. Mais les gens disent ouais, mais non, on est correct dans nos affaires. On s'organise. Alors qu'on regarde la maison, puis tu sais, dans l'idée, il y a une dame que j'avais vue qui sentait l'urine, on voyait que c'était sale, elle n'était pas propre de sa personne, mais son fils il jouait à tous les jours. Puis c'était un gambler, c'est un peu. Puis ça, on vous demande vraiment d'être les yeux pour vos amis. Parce que la personne n'était pas comme ça il y a 5 ans. Elle ne se laissait pas plier sa tête il y a 5 ans, mais là, elle se sent diminuer, elle se sent mise dans cette relation-là. Si vous voyez quelque chose, on vous demande de le rapporter, que ce soit au niveau de la police, que ce soit de la ligne abus aînés. Et ma collègue un matin, il dit on vous demande de faire preuve de bientraitance, que les jeunes ne soient pas coincés dans des comportements où ils ne sont pas bien. Donc, restez à l'affût. Si au niveau de votre entourage, vous décelez des signes, des indices révélateurs de maltraitance chez une personne, sachez que en composant la ligne Aide abus aînés, vous pouvez aller voir leur site Internet, Abus aînés. Donc, c'est une ligne qui va répondre, qui va pouvoir écouter quelle est la problématique, puis pouvoir vous référer à des ressources pour pouvoir aider la personne. Parce que non, il n'y a pas juste la famille, il n'y a pas juste les gens que vous connaissez qui peuvent prendre soin de vous ou vous aider dans une situation. Vous pouvez aussi demander conseil ou demander à avoir les services d'une ressource. On avait, est-ce qu'on a en lien la ligne Abus aînés? Donc ça, c'est le site Internet qui dit la ligne vous offre un service confidentiel et gratuit de 8h à 20h, 7 jours par semaine. Donc, ils ont une grande disponibilité pour vous conseiller, pour vous écouter, pour vous référer. Parce que des gens qui sont formés pour écouter, pour donner des conseils, là, je ne serai juste pas tout à fait capable, donc je vais être capable. Ah, tout capable. Il y a aussi des outils qui sont là pour vraiment maximiser la pratique de sensibilisation que vous pouvez avoir aussi. Là. Fait que, ça, il y a plein de choses sur le site qui peuvent être intéressantes à aller voir. Je pourrais envoyer le lien à Félix
s'il veut vous le retourner. Bien sûr, puis toutes les cliniques qu'on a ici sont familières avec ça, fait que il n'y a pas de problème. Vous pouvez toujours appeler à la cuillère aussi pour vous faire guider si vous avez de la misère, mais je ferai suivre le lien pour la ligne habilisée. Parfait, merci. Donc, la ligne ABUNA, on a le numéro ici. On vous montre une petite vidéo aussi de... Je n'arrivais pas à trouver de réponse pour aider ma mère qui était en situation d'abus. Et elle avait mal aux côtés, puis ils ont vu qu'elle avait des côtes brisées. Le 1er octobre 2017, la ligne Aide ABUNA soulignait 7 ans d'existence et le nombre d'appels à ce service ne fait qu'augmenter. La situation idéale, c'est que vos parents soient capables de dire non. La ligne Aide ABUNA est une ligne d'écoute et de référence spécialisée en matière de maltraitance auprès des personnes aînées au Québec. Bon. Vous voyez l'idée générale, là. Un dernier petit point, l'intimidation. L'intimidation, il ne faut pas confondre avec un conflit ou une chicane. Si on parle d'intimidation, voyons, il faut que ce soit quelque chose qui est violent, qui est répété, puis qui va causer une souffrance, sans être une souffrance physique. Parce que là, si on parle de souffrance physique, de blessé, bien, on va parler de voie de fait. Mais vraiment, il faut que ce soit, si c'est pas, ça fait partie de la vie, mais ça n'a pas de violence. Si un conflit, c'est normal, là, ça va, une chicane, ça arrive, ça se règle. Si on parle d'intimidation, c'est vraiment la personne qui est toujours spotée. C'est ça la différence à faire. Tu sais, si vous avez une personne qui est toujours ciblée, qui est toujours celle qui est pointée, ben, elle peut vivre de l'intimidation. Sachez que lorsqu'on vit de l'intimidation, lorsque quelqu'un est victime de l'intimidation, c'est criminel. Donc, c'est un article au code criminel. On n'a pas le droit d'intimider quelqu'un. Mais encore là, c'est vraiment chaque situation est du cas par cas. Si vous parlez avec un policier parce que vous croyez être victime d'intimidation, on peut vous orienter un petit peu à savoir est-ce que vraiment, les trois critères à garder en tête, c'est comme c'est écrit à l'écran, la violence, c'est de façon répétée et à quel point la victime en est souffrante. Là. Donc, il faut être vigilant par rapport à notre entourage s'ils sont victimes d'intimidation. Et contrairement à un conflit, ben, c'est une différence d'opinion. Il n'y a pas d'inégalité dans le rapport de force, on n'est juste pas d'accord. Il n'y a pas d'agresseur, il n'y a pas de victime, il y a juste un désaccord. Maintenant, on va voir différentes lignes téléphoniques, différents numéros pour vous venir en aide là, selon l'événement qui arrive. Donc, le 911. Alors, si vous avez besoin d'un policier, s'il y a une urgence en cours, si vous avez besoin des ambulances, des pompiers, 911 va vous envoyer le service d'urgence, le bon service d'urgence, tout dépendant de l'événement qui est en cours. Sachez que si vous appelez le 911, le préposé à la répartition des appels va vous poser plusieurs questions. Des fois, on a l'impression de dire « Hey, arrête de me poser des questions, envoyez-moi une police ou envoyez-moi une ambulance. » C'est déjà en route. À partir du moment où il vous répond, il commence à créer la carte, selon le degré d'urgence, vous n'aurez pas encore raccroché qu'on va déjà être en direction. Et que ça, faites-vous-en pas pour ça. L'urgence est évaluée d'une façon, vraiment, c'est directement à partir du début de l'appel. Si on transfère, vous avez besoin d'une ambulance, le 911 va vous le dire. Restez avec moi, on transfère aux ambulances. Mais il va quand même continuer à écouter, puis s'il a besoin d'avoir des services policiers, on va quand même être là. Oui, souvent on travaille en collaboration, là, policiers, pompiers, ambulanciers. Donc, le 911, je pense que tout le monde connaît quand même assez bien ça. Maintenant, une ligne qui est peu connue, si vous faites partie de la Ville de Québec, nous avons le 641 AGIR, donc 418-641-2447. Et ça, c'est le programme AGIR, c'est une ligne qui est confidentielle. Donc,
Si vous êtes témoin d'une activité criminelle dans votre secteur ou que vous voulez dénoncer une situation qui est non urgente, vous vous dites, bien là, je n'appellerai pas la police pour ça, mais j'aimerais ça aviser quelqu'un de qu'est-ce qui se passe dans mon voisinage, dans mon entourage. Mais en même temps, je ne veux pas vraiment m'impliquer, je ne veux pas avoir à écrire une déclaration. Je voudrais juste avoir le sentiment du bon citoyen et de dénoncer une situation sans trop m'investir. On a cette ligne-là qui permet de laisser un message sur une boîte vocale. Et cette boîte vocale-là est écoutée à tous les jours. Et si la personne qui écoute le message va savoir référer, si c'est au service de police, si c'est à la Ville de Québec, par exemple, va savoir référer au bon service pour valider l'événement là, ou répondre à un certain besoin. Sachez par contre que, mettons, vous voulez rapporter un vol de vélo, mais pour l'instant, au service de police de la Ville de Québec, on n'a pas d'autre numéro que 911. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la carte d'appel pour vous dire il y a quelqu'un qui va vous rappeler d'ici 24 à 48 heures. Il n'y a pas d'autre porte d'entrée pour nous rejoindre que celle-là, mais ça se fait quand même assez bien. Maintenant, il y a le 311. Donc, si vous voulez savoir par rapport à la Ville de Québec, quand est-ce que il va y avoir une opération de déneigement, si vous voulez avoir des informations par rapport aux services que la Ville offre, ou vous voulez faire une demande au niveau de la signalisation routière, par exemple, parce qu'il y a un panneau d'arrêt-stop qui est brisé, mais tu sais que c'est dans votre rue, puis peut-être que c'est peu passant, peut-être qu'il n'y a pas personne qui s'en est rendu compte. Si vous voulez aviser au niveau des services de la Ville, vous appelez le 311 et ça encore là, c'est quelqu'un qui va répondre au téléphone. Ce n'est pas une boîte vocale, c'est quelqu'un qui va répondre au téléphone, mais sur les heures de bureau, là, donc de 8h à 19h du lundi au vendredi, il y a quelqu'un qui va vous répondre. C'est ça, c'est vraiment pour l'obtention d'un lampadaire brûlé en face de chez vous. Et c'est vraiment l'obtention des services municipaux. Le 211, les ressources communautaires, les popotes de ce monde, les friperies qui sont pour le côté communautaire. Il y a à peu près tout là-dedans. Toutes les ressources socio-communautaires. C'est ça. Et aussi le 811, donc Info Santé. On a connu, on a utilisé beaucoup ce numéro-là pendant la pandémie. Donc, Info Santé, il y a aussi Info Sociale. Donc, au 811, vous pouvez avoir un service téléphonique par rapport à votre situation de santé médicale, mais aussi votre situation psychologique. Donc, si vous avez besoin de parler à quelqu'un, au niveau du 811, on va vous référer à une bonne ressource si jamais vous ne vous sentez pas bien, mais autre que physique, là aussi, c'est possible d'appeler au 811. En fait, d'eau pour les numéros. Le programme PAL, je vais vous présenter la page après, l'outil profil. Ça, je vous en glisse un mot. L'outil profil, c'est un outil qu'on a développé ici à la prévention pour faire en sorte, mettons que votre conjoint commence à être mêlé, il y a un début d'Alzheimer peut-être, puis ça peut arriver des fois qu'il se sauve, malgré toutes vos attentions. Bien, c'est un outil que vous pouvez remplir en ligne, que si la personne qu'on veut rechercher disparaît, bien, pesez dans le bas sur « Envoyer ». C'est envoyé au CDSO qui est comme à côté de notre 911 et on est capable d'avoir immédiatement la description physique et souvent la photo de la personne dans tous les véhicules de patrouille de la Ville de Québec. Pour nous autres, si on cherche quelqu'un qui est peu communicatif, c'est de l'or. On a la même chose un peu avec les enfants qui ont des troubles de comportement, des troubles de position qui peuvent fuguer plus régulièrement. Là, ce que j'ai entendu, il y a un programme qui est à l'essai dans le secteur en Estrie, le programme Silver, qui peut être comme une alerte Amber pour les aînés. Et moi, je dirais oui tout de suite, là, mais c'est ça, c'est pas nous qui a été choisi comme groupe test. C'est ça. Il y a le programme Faire Face, qui est un programme de la sécurité civile, où vous pouvez vous abonner pour avoir des alertes courriels pour, mettons, des intempéries météo, tout
qui peut toucher sécurité civile aussi. Un méga problème de circulation qui va vraiment désorganiser le trafic au niveau de la ville. Ça, c'est des choses qui peuvent y avoir. Le programme Faire face va vous donner aussi une alerte si jamais il arrive quelque chose, puis aussi vont vous aider à vous munir d'une trousse familiale d'urgence si jamais vous aviez besoin pour vous autosuffire pendant 5 jours en vous préparant un plan familial d'urgence. Donc, pour faire face à différentes problématiques, et ce programme-là pourrait vous aider à vous préparer. Et aussi le programme PAIR, donc le programme PAIR, P-A-I-R. Encore là, c'est un programme qui est offert aux résidents de la Ville de Québec. C'est gratuit pour les citoyens de la Ville de Québec. Donc, si c'est un service téléphonique personnalisé, c'est des appels qui sont automatiques pour les personnes aînées afin d'assurer leur bon état de santé. Donc, si vous êtes abonné à ces services-là, vous recevez un appel à des heures prédéterminées pour vérifier votre état de santé. Donc, si, par exemple, vous décidez à chaque jour à 8 heures le matin, vous décidez que c'est cette plage horaire-là, vous recevez un appel téléphonique et la personne a seulement à décrocher et dire « Oui, tout est beau, je vais bien » et raccrocher. Mais si la personne ne répond pas, alors là, c'est là qu'on va déterminer une personne à rejoindre de 2e niveau et pour aller valider là, que la personne qui est inscrite au programme est en bon état. Donc, souvent, c'est pour les personnes seules et qui ont des problèmes de santé, par exemple, ou qui veulent avoir une certaine tranquillité d'esprit là, pour que quelqu'un s'en fasse si jamais il ne répond pas au téléphone un matin. Donc, c'est différents programmes là, qui s'offrent à vous. C'est au niveau de la Ville de Québec, c'est sur le site de la Ville que vous pouvez aller vous inscrire. On a tous vu des histoires d'horreur, nous, comme patrouilleurs, une personne qui est tombée dans la nuit, s'est fracturée à la hanche et qui est retrouvée comme 18-24 heures plus tard. Ça implique d'éviter ça. Si le programme, il n'y a pas de réponse, ils ne rejoignent pas vos proches, c'est un véhicule de police qui va être dépêché. Au moins, vous allez avoir... ça donne un petit coup de main. Bon, alors, ça fait le tour de la présentation qu'on avait à vous offrir. On a le temps pour une petite période de questions si quelqu'un veut se lancer. En fait, j'ai 3 personnes qui ont levé la main, donc je vais leur donner la parole un à la suite. Donc, tout d'abord, M. René Labbé, je crois. Donc, vous pouvez ouvrir votre micro. Juste pour ça. Non, c'est pas, j'ai levé la main, mais je n'ai pas de questions. Donc, dans ce cas-là, je vais passer à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. OK, donc, je vais Daniel Aubé. Vous pouvez ouvrir votre micro. Oh, désolé, j'ai accroché mon bouton par erreur. Bon. C'est bon, c'est des questions qu'on répond rapidement à ça. Merci. Et puis, il y a Lynn Gélina. Donc, vous pouvez ouvrir votre micro. Oh, excusez-moi, je pense que je voulais l'enlever. Voilà. Vous pouvez ouvrir votre micro. Bonjour. Oui. Oui, bonjour. Moi, c'était juste un commentaire que je voulais vous apporter parce que j'imagine qu'on a des gens d'un peu partout au Québec. Fait que je voulais juste spécifier que le programme PAIR il est également disponible dans notre région. Nous, on est au Témiscamingue. Fait que pour les autres personnes de d'autres endroits, ils peuvent vérifier là, sur le site du programme PAIR, voir si c'est accessible pour eux. Fait que c'était juste un petit commentaire comme ça. Puis j'ai trouvé ça génial que vous le présentiez. Puis vous l'avez super bien présenté parce que nous, on a de la misère à le faire activer. La demande n'est pas tant là. Les gens, je pense qu'ils ont peur un peu d'utiliser ça. Ils se croient toujours comme à l'abri, mais quand ils l'ont, ben, c'est bien qu'il soit utilisé. C'était juste un petit commentaire comme ça. Est-ce que c'est gratuit, madame, le service PAIR chez vous aussi, oui? Oui, nous, on a la chance aussi qu'il soit gratuit, mais de toute façon, ben là, c'est vrai qu'il y a des changements dans
dans la gérance, là. C'est en train de changer un petit peu. Mais si on voulait offrir le programme PEUR, on n'avait pas le droit de facturer le service. Parfait. Super. C'était obligatoirement gratuit, oui. C'est un bon point, Mme Gélina. Merci. Nous autres, c'est vrai, on est habitués de travailler avec les services de la ville. C'est ça, c'est qu'en fait, normalement, généralement, c'est plus la QDR Québec, c'est dans la ville de Québec puis dans la région autour, mais c'est le bénéfice de ce genre de rencontre-là en ligne, c'est que des fois, c'est que notre réseau est un peu large et vient chercher d'autres gens. Fait que tant mieux s'il y a des gens qui peuvent le savoir. Donc, merci beaucoup, Mme Gélina. Je vais juste c'est comme le 311 qu'on parlait tout à l'heure. Je sais qu'il y a d'autres villes où c'est accessible là, pour rejoindre les services municipaux. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a pas posé une question aujourd'hui, fait que je vais lui parler, je vais donner la parole en premier. Donc, Samantha Vachon. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Oui, madame. Oui. Bonjour. Dans le fond, excusez-moi, c'est que je n'avais pas bien compris la partie là, que vous parliez qu'il y avait un site qu'on pouvait justement là, aller identifier, je crois, quelqu'un pour vous aider dans les recherches. C'était quoi le site que vous mentionnez, là, que les personnes qui avaient des problèmes cognitifs qu'on peut identifier? L'outil profil que j'ai parlé tout à l'heure. Excusez-moi, rappelez-moi le nom que vous avez dit. L'outil profil pour les personnes justement qui sont à risque de se perdre. Oui, c'est ça. C'est l'outil profil qu'on remplit pour les personnes. Oui, c'est ça. C'est juste que, là, je ne sais pas où vous êtes, Mme Vachon, mais c'est au niveau de la police de Québec, ça, que c'est développé. Oui, c'est ça. Je suis dans la ville de Québec. Là. Je suis pour une résidence de personnes âgées. Fait que, justement, ça peut être un service intéressant à connaître. Merci. Certainement. Regardez, je vais passer par Félix, puis je vais vous l'envoyer. Merci beaucoup. J'ai la liste de toutes les adresses courriels qu'on m'a données pour vous inscrire. Fait que je pourrais envoyer un document qu'il faut pour que les gens puissent savoir ça. Donc, je vais juste... Merci, c'est gentil. OK. Bon, alors, merci beaucoup pour votre attention, tout le monde. Est-ce qu'on avait... Y avait-il encore des questions, finalement? Il y a quelques mains levées, là, mais si on est arrivé à la fin, c'est correct aussi. On a quand même fait 1h30, là, mais... si vous avez le temps, nous autres, on a le temps. On est là. On peut prendre le temps. Là, il y a Mme Leduc, à nouveau, que je vais lui laisser la parole. Juste une brève question quand même, qu'on puisse... Brièvement, merci. Écoutez, moi, je suis une personne aînée qui bénéficie de toutes sortes de beaux programmes dans mon centre communautaire de loisirs. Je me demandais quel réseautage se fait entre nos intervenantes, puis un milieu comme les centres communautaires de loisirs ou des organismes qui interviennent tout particulièrement auprès des personnes aînées. Moi, je trouve que c'est un enjeu important. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Merci. Je peux en dire un petit peu là, rapidement, mais je sais que c'est moins l'objet de ça, là, mais dans plusieurs organismes comme les nôtres, il y a des travailleurs de milieu, du programme MAV, entre autres. Puis dans la ville de Québec, il y a un projet pilote de gériatrie sociale qui se retrouve dans Saint-Roch, qui font beaucoup de liens avec les aînés et avec les services qui sont faits. Ils ont des navigateurs, eux, nous, c'est des travailleurs de milieu. Fait que généralement, c'est ça qui fait beaucoup les liens entre les citoyens puis dans le fond, les services, mais au niveau communautaire. Mais après ça, c'est sûr que ça dépend beaucoup de si les gens en ont entendu parler puis puissent aller en chercher. Fait que poser des questions comme ça. Si ça répond à votre question. Ça répond, oui, mais juste une chose, dans les ateliers que j'ai suivis, il y avait un atelier, entre autres, qui portait sur les fraudes, la sécurité des personnes aînées. Franchement, l'information que je viens d'avoir aujourd'hui complète beaucoup ce que j'ai reçu. Je ne dis pas qu'ils n'ont rien donné et que ce n'était pas valable, mais il y a comme une complémentarité. Puis peut-être, en tout cas, moi, je le souhaiterais, que ça soit plus présent aussi, cette information-là, par le biais de nos centres communautaires ou une liaison entre les deux organismes. Merci. Merci beaucoup, Madame. Si tu permets, Félix, on a une conférence qu'on fait aussi avec la FADOC en collaboration avec eux. Ça s'appelle Aînés avisés, mais c'est la FADOC, c'est Lydie Cornell qui va trouver les endroits puis nous inviter par la suite. OK, parfait. Là, j'ai retiré le micro, mais au moins, elle va pouvoir avoir entendu ça. Puis je prends ça en note aussi également, vu que c'est quand même on sent qu'il y a un petit besoin. Dernière question, ça tombait, c'était notre première question également, donc je vais vous donner la parole. Une dernière fois. Donc, brièvement, Madame Trudel.
Marjolaine? Je vois pas toujours votre nom, c'est pour ça. Ben, c'est parce que je n'ai rien là-dessus pour une place Parfait, pour aller parfait. l'écrire, c'est pour ça. Allez-y, allez-y. C'est ça, tantôt, j'ai donné une couple de témoignages de trucs qui me sont arrivés, puis maintenant, je me fais plus pincer. Mais il y a quelque chose que vous avez parlé puis qui m'est arrivé aussi. J'ai reçu un email de quelqu'un qui m'a dit « vous êtes l'heureuse personne. Je vous ai choisi parmi mes amis pour un héritage. J'ai hérité et je voudrais le partager avec vous. » Oh! Madame Trudel, achetez-vous le billet de loterie. Tout tombe sur vous. Non, ouais, mais tu sais, au début, tu te penses « Oh, ouais, c'est le fun. Mais là, je la connais pas. Où est-ce qu'elle a pris mon email? Tu te poses des questions. J'aimerais bien ça d'avoir un héritage, mais pas de n'importe qui, là, tu sais. C'est du monde que je connais pas. Hey, c'est un email de la France. Ouais. C'est ça. Ça venait de la France. Voir aussi. Tu sais, fait que je me disais, mon Dieu, tout ce qui parle là, c'est toutes des affaires que, oui, ils sont arrivés, puis ça arrive. Faut faire attention. Tu te fais avoir une fois, mais tu te fais plus avoir après ça, là, non. Bon, bravo pour votre vigilance. Oui. Puis le truc de la FADOC aussi, moi, je l'ai, ma petite carte de la FADOC. J'étais avec eux autres, fait que je vais tout écouter ces affaires-là. Merci beaucoup. Vous avez peut-être trouvé qu'on se répète des fois, par exemple, Mme Trudel. Oui, puis j'ai déjà... il y a des policiers qui sont déjà venus à un moment donné chez Alphabet, à Vanier, et qui avaient justement fait comme vous venez de faire, là, une espèce d'avertissement de fraudeurs dans toutes les catégories. Une parenthèse, si vous me permettez, parce que ça vient de me popper dans l'idée. Si vous avez le goût d'acheter de la crypto-monnaie, là, vérifiez avec l'autorité du marché financier avant. Parce que j'ai un copain qui est lieutenant détective aux fraudes, puis il dit qu'il y a beaucoup d'années qui sont embarquées là-dedans. Crypto-monnaie, double, triple, quadruple vérification. Ah, OK, bon, je ne sais même pas c'est quoi. Donc, merci à vous, Mme Trudel. Je vais juste vous retirer le micro, mais merci beaucoup d'avoir partagé. Oui, mais merci beaucoup à vous. C'était très intéressant. Merci. Ça me fait plaisir. Je vous remercie beaucoup, Mesdames, Sergent Villeneuve, d'avoir participé, d'avoir donné cette conférence-là. Parfait. Merci. Donc, je vous remercie. Je souhaite à tout le monde une bonne fin de journée et à la prochaine fois.